Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de votre émission Le Point. Le Point, vous le savez, mesdames et messieurs, est cette tribune consacrée aux journalistes pour analyser les sujets et en fait la une de l'actualité de la semaine. Nous recevons sur ce plateau Ildefonse Apaki, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe. Ildefonse, bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Le second invité sur ce plateau est Germain Pouli. Lui, il n'est pas contre, le directeur de publication du journal Togo Réveil. Germain, bonsoir. Bonsoir Dani, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, on va ouvrir, mesdames et messieurs, le débat avec ce sujet consacré à la conférence de presse du CAP 2015. Les grandes lignes de cette conférence de presse du CAP 2015 étaient connues de tous, mais pas les détails. Ces premiers responsables ont tenu au cours de celle-ci à apporter un peu plus d'éclairage sur cette situation qui perdure. Selon ces derniers, le pouvoir en place a fraudé les élections du 25 avril dernier. L'élection présidentielle du 25 avril 2015 au Togo est sortie de son cadre légal dès lors que seuls les procès-verbaux de 14 CELI sur un total de 42 ont été examinés en assemblée plénière de la CENI sans être dûment validés avant la proclamation des résultats provisoires. L'organisation et le déroulement du scrutin du 25 avril 2015 ainsi que la proclamation des résultats montrent une fois encore que les consultations électorales au Togo sont toujours marquées par de graves irrégularités, des fraudes massives, planifiées, méthodiquement exécutées à chaque élection par le parti au pouvoir, le RPT UNIR, soutenu de diverses manières, aussi bien par les institutions en charge du scrutin que par des acteurs de la communauté internationale et certaines organisations de la société civile. Le CAP 2015 va plus loin, preuve à l'appui, en montrant des anomalies constatées sur certains procès verbaux. Sur ce procès verbal, par exemple, on peut noter des incohérences suivantes. Le candidat du CAP 2015 a obtenu 16 voix bien mentionnées ici en chiffres. Mais tout juste à côté, toujours sur le même procès verbal, est inscrit 0 voix en lettres. D'autres anomalies constatées, une même personne aurait apposé 3 signatures sur un même procès verbal. Ces éléments confortent les responsables du CAP 2015 dans leur position dans la publication d'un mémorandum. Nous avons eu des rencontres en Europe et je me suis rendu compte que mes interlocuteurs, contrairement à ce qu'on pense ici, sont bien informés de la situation. Et j'ai fait ce constat avec beaucoup de satisfaction. La presse a dit certaines choses. Vous savez, la place où les Togolais me placent, où les Togolais nous placent, où le peuple togolais me place, me contraint à une attitude de responsabilité. Ils savent que, comme il a été écrit dans notre mémo, le pouvoir d'État au Togo est un pouvoir usurpateur. Même si aucune action n'a officiellement été annoncée pour les jours prochains, le CAP 2015 compte toujours lutter pour obtenir l'alternance au Togo. L'occasion faisant le larron, ils en ont profité pour faire les comptes des contributions des militants en vue de la sécurisation des 9 000 bureaux de vote de la dernière élection. Ils ont pu cependant récolter un peu plus de 32 millions de francs CFA. Voilà, retour sur ce plateau. Germain Pouli, on vient de suivre cette conférence de presse du CAP 2015, une conférence de presse tant attendue, mais qui sonne pour certains comme qui est annoncée très tardivement. Mais est-ce que c'est le même sentiment que vous avez également? Non, je pense que déjà Jean-Pierre Favre a fait une tournée en Europe après l'élection. Et comme on l'a constaté depuis un temps, il est régulièrement en Europe. Et il fait partie, je pense, de ce leader qui pense que le pouvoir en Afrique se trouve soit en France ou
à l'Union européenne ou en Allemagne. On a vu qu'il a beaucoup voyagé et après l'élection, il est retourné. Sauf qu'on s'attendait à ce qu'il nous ramène du concret. Quand il est allé en Europe, qui il a rencontré là-bas? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Puisque officiellement on connaît la position de tous ces pays européens, en tout cas des grandes puissances, l'Allemagne, la principale puissance de l'Union européenne, la France, la position même de l'Union européenne, des États-Unis. Et donc, je crois que là, il n'a pas satisfait les attentes. Maintenant, quant à ce qu'il dit, qu'il y a eu fraude, bon, ça, c'est pas nouveau, hein, puisque depuis 2010, qu'il est candidat régulièrement aux élections, 2010, 2013 et 2015, il a été à toutes ces 3 élections. Je crois qu'il crie toujours à la fraude. Mais il a apporté des éléments qui justifient un peu ce qu'il disait. Un seul procès verbal. Vous pensez que Favre a été battu par 25 000 voix et 25 voix? Il y en a eu assez. Oui, c'est un oui, exemple, quand il y en a assez, et on amène toutes ces preuves-là devant la Cour constitutionnelle. C'est pas à la presse qu'il faut les présenter. Et ça, c'est rien. Je crois qu'on a parlé même de 2500 voix dans la BINA. Hein, c'est plus important que les 25 voix qu'on a vues sur le bulletin de vote. Donc, il faut amener, 16. Oui, les 16. Donc, il faut amener tout ça devant le juge pour dire voilà les preuves dont nous disposons. Puisqu'il ne peut pas aujourd'hui dire non, il ne va pas devant la Cour. C'est cette même Cour qui a validé sa candidature. Voilà. Donc, s'il ne la reconnaît pas, alors qu'il a laissé soumettre à cette Cour pour qu'elle lui donne le cutis d'aller à l'élection. Donc, il y a beaucoup d'incohérences dans ce que Jean-Pierre Fabre fait. Mais on comprend que, véritablement, on n'a pas des éléments sérieux. Parce qu'une élection où il n'y a pas du tout à 100% propre, il n'y en a pas. Il y a toujours quelques malins qui, dans tous les camps, il faut le dire, essaient de tirer le drap de leur côté. Voilà. Et maintenant, est-ce que ces irrégularités sont de nature à entacher l'ensemble du scrutin? Voilà. C'est comme ça les juges analysent les choses et décident si une élection est propre ou pas. C'est la même chose aussi que les observateurs font. Ils vont constater, il n'y a pas que ça. Il y a certains parfois qui sont empêchés de vote, certains bureaux qui sont fermés un peu trop tôt, qui ouvrent un peu trop tard. Et puis il y a plusieurs, en tout cas, de ces situations-là qui font qu'en définitive, après, il revient. Après l'étape des observateurs, après l'étape des candidats qui ont eux aussi leurs représentants, de soumettre tout ce qu'on peut reprocher au scrutin, au juge qui valide en définitive les élections et qui est le juge constitutionnel. Voilà. Et Ildefonse, c'est le même sentiment que vous avez? Je crois que les avis seront divergents. Et je ne saurais vous dire que vous ne devez pas être surpris. Parce que ce qui a été fait la dernière fois par les principaux responsables du CAP 2015, où je le qualifie de devoir de responsabilité vis-à-vis du peuple, vis-à-vis des électeurs. Et je crois que ce devoir de responsabilité est à saluer quand on sait que depuis 50 ans, ou bien il y a bientôt 50 ans, qu'un système régente le pays sans rendre compte au peuple. Je crois que le mémorandum dont il est question m'a conforté dans mes analyses et m'a permis de toucher du doigt un certain nombre de choses. Nous avons mené depuis un certain temps, depuis la période électorale, des investigations. Et avec le mémorandum qui a été rendu public la dernière fois, il y a de ces pièces à conviction que nous avons pu obtenir et qui confirment aujourd'hui que si les responsables politiques de CAP 2015 disent que l'élection présidentielle d'avril dernier est sortie de son cadre légal, il y a ces pièces à conviction dont je parle qui le prouvent à suffisance. Je prends par exemple la page 44 ou les pages 44 et 45 de ce mémorandum et il est signifié que
qu'un communiqué conjoint de la réunion de concertation entre mission d'observation et d'information électorale internationale et acteurs politiques en République togolaise sont arrivés à se mettre d'accord sur un certain nombre de principes. Alors, quand vous prenez la page 45, juste, vous verrez, après la position des signatures des principaux acteurs, un bout de phrase qui explique, en somme, que ce qui a été fait le 28 avril dernier par M. Tafata Biou n'est pas de mise. Je lis ceci. À cet effet, les acteurs conviennent de ce que seuls les procès-verbaux des bureaux de vote dûment vérifiés par la CENI en présence du comité d'accompagnement font foi pour le traitement et la publication des résultats. Alors, si aujourd'hui, on se rend compte que M. Tafata Biou, au soir du 28 avril, s'est retranché seul sur le plateau et a donné des résultats, on se pose la question de savoir d'où viennent ces résultats. Puisque la loi électorale, que le code électoral exige ou bien oblige, que les résultats qui doivent être publiés doivent être des résultats consolidés et validés, rien que par la plénière. Rien que par la plénière. Un. Deuxièmement, j'ai pu trouver dans le même mémorandum, à la page 46, une note de service émanant de la CENI et dûment signée par son président. Le deuxième paragraphe de ce document dit, je le cite, que les membres de la CENI réunis en assemblée plénière reçoivent à tour de rôle les bureaux des CELI, président, vice-président et rapporteur, au fin de vérifier les suffrages reportés sur chaque procès verbal de CELI. Quand vous analysez tout cela et que vous vous rendez compte que cela n'a pas été fait comme cela se doit, ça c'est une note de service de la CELI. Voilà. Ça n'a pas été fait et que c'est dans l'imaginaire, je peux dire aujourd'hui que les résultats sont sortis et qu'on les a donnés comme ça, c'est grave. Mais ce qui est encore grave dans tout cela, ce sont ces procurations signées, ces procurations blanches qui ont été signées par des présidents de CELI. Ces présidents de CELI sont des juges. Comment un juge, qui se donne le loisir de signer un document sans connaître le mandant et le mandaté. Voilà. Mais toutes ces pièces à conviction, quand vous les réunissez et que vous vous rendez compte que effectivement il y a eu, ne me dites pas que ce que nous venons de relever tout à l'heure par rapport à la note de service, par rapport à l'accord signé et par rapport au fait que la plénière n'a pas siégé pour que les résultats soient consolidés et validés comme le code électoral le dit, que les résultats qu'on a donnés la dernière fois, le 28 avril, sont des résultats vrais. Voilà. Jamais on va réagir rapidement avant d'avancer un tout petit peu. Non, mais quand j'écoute mon confrère, je me crois à une deuxième conférence de presse de CAP 2015. Non, il faut nous faire économie de la lecture de toutes ces pages-là. Non, je crois qu'on ne peut pas être juge et parti. Vous ne pouvez pas vous plaindre et vous rendre justice vous-même. Si vous dites que vous avez des éléments, vous n'allez pas les juger vous-même. Vous dites que j'ai raison, voici mes preuves. C'est toi seul qui te fournit à toi tes preuves que tu apprécies toi-même. Non, ça se fait nulle part. J'ai des problèmes avec toi. Je ne vais pas dire j'ai raison, je tranche. Je vais chez le juge. Bon, ça se fait dans toutes les affaires. Mais non, j'en arrive. Maintenant, quand j'ai écouté mon confrère, j'ai souri parce que c'est un résultat que la CENI a donné, qu'il dit que ça vient de l'imaginaire. Mais il fait sourire le monde entier parce que pour ces élections, les partenaires ont tout mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas de fraude. Et on a financé la société civile togolaise, qui est très proche de l'opposition. Et dans un ensemble qu'on appelle la concertation nationale de la société civile, qui ont fait une compilation parallèle des résultats.
Et ils ont pris ça directement dans le bureau de vote. Ils ne sont pas passés par la CENI. Ils ont compilé ça à l'hôtel de Daouba, en présence des ambassadeurs de l'Union européenne qui a financé cette opération, qui a été réalisée dans plusieurs pays avant le Togo, comme au Ghana et partout. Et avec les mêmes résultats. Cette concertation a trouvé les mêmes résultats que la CENI. Mais je suis déçu que mon confrère dise que c'est des résultats imaginaires. Et il y a eu des gens qui se sont substitués un peu à la CENI, ce qui est leur droit en tant que société civile, pour veiller au bon déroulement de cette élection, et qui sont arrivés au même résultat que la CENI. Mais qu'ils me disent que c'est imaginaire, non. Mais Jean-Pierre Favre a des représentants, et il savait bien qu'il a perdu les élections. Sauf qu'il a voulu s'appuyer malheureusement sur un de nos doyens pour empêcher la proclamation des résultats. Mais ce n'est que ça. Mais sinon, la société civile a fait un travail. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec le représentant de l'Union européenne au Togo. D'habitude, ils envoient les observateurs européens. Et ça coûte beaucoup d'argent. Mais ils ont pris la moitié de ce budget-là pour financer la société civile. Et il leur a dit, c'est la première expérience qu'on fait. Nous voulions qu'il n'y ait pas de raté. Et la société civile s'est appliquée. Elle a envoyé ses représentants. Les gens n'ont pas pris les résultats de la CENI. Eux-mêmes, les résultats qui sont sortis des bureaux de vote, c'est ça, ils ont compilé. Et c'est les mêmes résultats. Donc, je crois que ce n'est pas la peine, à moins qu'ils nous disent que la société civile a fraudé. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, il faut savoir être un bon perdant. Parce que d'abord, cette élection, Favre savait qu'il allait la perdre. Il le savait. Par rapport au mode du scrutin déjà, les gens se sont battus pour un scrutin à 2 tours. Ils ne l'ont pas obtenu. Voilà. Ils savaient que dans ce mode de scrutin, l'opposition doit s'aligner derrière un candidat. Il a eu quoi derrière lui? Rien que des coquilles vides. Ces partis n'ont aucun représentant à l'Assemblée. Les partis de CAP 2015, ils ne représentent rien. Celui qui a un seul député, c'est un petit parti, c'est un grand parti également. Mais Fabre, il a dit combien de députés à l'Assemblée? 17 députés. Est-ce qu'on peut juger la grandeur? Mais qu'est-ce qui a fait de Fabre le leader de l'opposition? C'est les législatives. Voilà. C'est sur la base de ces 17 députés qu'il est le leader de l'opposition. On ne peut pas se prévaloir d'un titre et après dire non, ce qui m'a fait de leader, non. Mais c'est ça, le premier baromètre du poids aujourd'hui, c'est les élections. Les législatives vont montrer le poids de chacun dans l'opposition. Et c'est sur cette base que les autres devaient s'aligner derrière Favre, parce que c'est lui qui a plus de voix au sein de l'opposition. C'est des réalités. Après 2 mois, tu n'as pas eu ces gens-là. Voilà. Et qu'aujourd'hui, tu demandes des réformes, tu ne les as pas eues. Le 2 tours, tu ne l'as pas eu. Tu vas, si au moins il était soutenu par de grands partis, on comprendrait. Il sait lui-même qu'il n'a pas pu gagner cette élection. Partis comme quel parti? Mais je dis ceux qui le suivent à CAP 2015, à part Kagbara, qui finalement n'a même pas battu campagne pour lui. Les autres n'ont aucun député. Voilà. Un parti qui n'a pas de député, mais est-ce que c'est un grand parti selon toi? C'est difficile de mais non, la réponse est claire. Fabre a un grand parti. C'est un grand parti parce qu'il a 17 députés. Voilà. C'est clair. Mais un parti qui n'a pas de députés, qui te soutient, tu dis que ce n'est pas le nombre qui compte, mais à l'arrivée, à la conférence, ils étaient combien? 4. 8 au départ, ils se retrouvent à 4. Ça dit que même la moitié ne reconnaissent même pas que Fabre a gagné. On va permettre à Idelphonse de réagir. Oui. Idelphonse, Germain soulevait un point important. La société civile qui a suivi ces élections de près donne vainqueur également le président de l'UNIR. Comment vous analysez cela? Non, mais Germain n'a pas l'habitude de me faire rigoler, mais cette fois-ci, il me fait rigoler. Je suis heureux parce que tu ne ris pas souvent. Je suis heureux de te faire rigoler. Parce que toi et moi, on est journalistes. Ah ouais. Alors, soyons sérieux et discutons en tant qu'intellectuels. Non, soyons responsables. Voilà. Disons-nous que une élection présidentielle est une chose sérieuse. Ouais. Quand on déplace le débat, et on me dit aujourd'hui que, à part le siège de la CENI où doivent être compilés les résultats, on m'a parlé tout à l'heure de Edaoba. Pourquoi vous parlez d'Edaoba? Pourquoi vous me parlez de société civile quand la loi dit ceux qui sont habilités à traiter les résultats, ce sont les membres de la CENI. Voilà pourquoi ils ont prêté serment. 1. 2. La loi dit que tous les résultats qui doivent être donnés
que ce soit des résultats provisoires ou résultats définitifs, doivent être des résultats issus des urnes, dépouillement fait par les membres de la CENI. Ça, c'est le code électoral qui le dit. Les résultats seront consolidés et validés rien que par les membres de la CENI et non des membres d'une prétendue société civile dont parle tout à l'heure Germain. Pourquoi on parle de prétendue Non, société civile? je crois que Idelphon raconte des conneries. Vous aurez le temps de réagir. On va aller, on va jusqu'au bout de la logique. Allez, Sois sérieux. Juste un peu. Germain, il va y aller, vous aurez le temps de réagir. Tu veux bien... Vas-y, Idelphonse, vas-y, on y va. À Germain de me laisser parler, parce que quand il parlait tout à l'heure, je me suis dit... Vas-y. Il me laisse parler. On y va, on va y aller. Alors, je serais très heureux qu'il accepte que cette élection qui s'est déroulée, tout le monde sait, ces situations dans lesquelles elle s'est déroulée, tout le monde sait tout ce qui s'est passé après. Mais quand on me dit aujourd'hui, moi je ne joue pas à la malhonnêteté, je ne voudrais même pas faire de la masturbation intellectuelle pour dire que tout ce qui s'est passé là est vrai. Aujourd'hui on me dit qu'on a cru être dans un deuxième round de la conférence de presse du CAP 2015. J'ai relevé avec une preuve à l'appui. Ce pas des preuves, ce sont des... Attends, c'est ça, tu appelles presse à conviction. La note de service qui porte la signature du président de la CENI. Mais est-ce que cette note de service a été faite et que des décisions ont été prises? Oui. Est-ce qu'il y a eu des fiches de procuration en blanc qui ont été signées par des juges qui sont des présidents de CELI? Oui. Mais c'est des pièces à conviction. Est-ce qu'il y a eu un accord qui a mis sur pied un comité d'accompagnement pour vérifier la crédibilité des résultats? Oui, voilà ce dont il est question dans le mémorandum. Et c'est ce que j'ai dit. Voilà. Mais aujourd'hui, je me rends compte que on me dit que c'est comme on est dans un débat de deuxième conférence de presse. Non. Est-ce que le président de la CENI, M. Tafata Bio, a été sérieux dans tout ce qu'il a fait? Et chose grave, quelques jours après la proclamation, M. Tafata Bio a donné une conférence de presse au cours de laquelle il expliquait, je crois que c'est entre le 1er mai ou bien le 2e mai, au cours de laquelle il expliquait qu'en réalité, il avait donné l'ordre aux deux rapporteurs de continuer le travail, le dépouillement. Et ce sont ces deux rapporteurs-là qui sont revenus avec ces résultats qu'il a donnés. Mais M. Tafata Bio a violé le code électoral. Ouais. La loi ne donne pas le pouvoir aux rapporteurs de faire ce travail-là. Voilà. Les images sont là. Voilà. Et même pour lui, il y a tellement d'éléments qui permettent quand même au CAP de soulever certains problèmes, certaines anomalies. Je crois que ce qu'il dit, il parle de notes de service, de procuration. Je ne maîtrise pas. Mais je dis, envoyez ça à un juge qui apprécie. Voilà. Vous ne pouvez pas dire, je peux pas dire aujourd'hui, tu m'as volé 1 million. Que c'est moi, je prouve que j'avais les 1 million, que tu les as volés. Mais je dois prouver comment tu les as volés. Mais je suis surpris quand il me dit que la seule institution habilitée à parler des résultats, c'est la CENI. Oui, mais c'est la CENI. Mais il oublie que Fabre a proclamé ses résultats. Il est CENI, l'ANC, CAP 2015, a une CENI pour proclamer des résultats qui donnent Fabre vainqueur. Tout le monde a le droit de compiler les résultats. Mais les médias, je te donne un exemple, les médias proclament des résultats dans certains pays, des résultats provisoires. Sauf qu'ici... Dans certains pays... Oui, démocratiques. Je te donne en Afrique l'exemple du... Oui, je te donne l'exemple... Oui, mais je te donne plusieurs personnes. Même en 2010, c'est pas Abouyeme qui a déclaré Fabre gagnant. Est-ce qu'Abouyeme est une CENI? C'est Abouyeme qui dit j'ai perdu, mais Fabre a gagné. À l'époque, Fabre a pris ça pour dire qu'il est président. Tu racontes des histoires. Ce que je veux dire, tout le monde a le droit. C'est pour ça le dépouillement public. Si vous avez les moyens d'être dans tous les bureaux de vote,
En 1 heure, vous pouvez donner les résultats de chaque candidat. Sauf que vous n'êtes pas habilité à aller publiquement déclarer ces résultats et dire que c'est ça les vrais résultats, parce que ce n'est pas votre rôle. Mais quand le dépouillement public, les gens viennent une autre. Fabre, au soir de l'élection, il connaissait son résultat. Puisqu'il a des représentants. C'est quand je parle de société civile et il fait le malin, il dit non. Fabre avait des représentants qui lui ont donné son résultat. Il savait qu'il a perdu. Quand les ambassadeurs... Non, non, écoute. Parlons sérieusement. Je ne veux pas qu'on s'amuse à faire du jonglage intellectuel parce qu'on parle français. Non, je te parle des choses concrètes. La loi dit le dépouillement public. Pourquoi? Chacun peut noter. Et si tu as les moyens d'être partout, tu sauras ce que ton candidat a. La société civile était partout. Elle a pu compiler. Ce n'est pas elle qui a proclamé les résultats. Ces résultats ont servi de preuve en réalité pour s'assurer que ce que l'institution habilité a publié, a dit, correspond à la réalité. Tous les candidats ont leur cellule pour compiler les résultats. Jerry Tama a compilé ces résultats. Il ne va pas se fier aux résultats de la CENI. Il a des représentants qui lui envoient. Il a un état-major. Probablement, chaque candidat organise sa petite nuit électorale. On compile. Chacun sait avant la proclamation ce qu'il a eu. Tout candidat sérieux le sait. Je suis quand j'écoute Ildefonse, il me déçoit. C'est comme s'il n'a jamais accompagné un processus électoral. C'est ça la réalité. Ce que la société civile a fait, c'est juste pour s'assurer que le vote des Togolais est ce que la CENI va déclarer. Et chaque candidat l'a fait. Et ceux qui ont eu les moyens d'être partout au Togo, dans le bureau de vote, l'ont fait. Les médias, pourquoi la HAC interdit? Parce qu'il n'y a aucun média aujourd'hui. Les médias veulent le faire, mais il n'y en a pas. Il n'y a même pas un média qui a des correspondants dans toutes les villes. Même si vous en aviez, il faut avoir plusieurs correspondants dans tous les bureaux de vote. Ça, ce n'est pas possible. C'est pour ça, dans les pays, les médias le peuvent. Ils proclament des résultats provisoires. Mais quand tu me dis que c'est la CENI seule, tu me déçois. Mais ce que je... Défense, vous aurez besoin de réagir. Voilà. Ce n'est pas la CENI seule qui peut compiler les résultats. Tout le monde. Puisque le dépouillement public, c'est pour cela d'ailleurs. Tu parles de compilation ou bien de donner les résultats? Sur quelle base Fabre a donné ses résultats? Est-ce qu'il est la CENI? Non, si je veux... Bon, je vais te suivre au mot. On va aller à Tiburon. Tu parles de compilation. On laisse. Puisque tu soutiens Mordicus Fabre. Fabre s'est déclaré vainqueur. Quelle CENI l'a déclaré vainqueur? C'est lui-même, sur la base des résultats qu'il a. Mais pourquoi tu ne voudrais pas que la société civile, qui est plus crédible, plus sérieuse que le candidat de CAP 2015, fasse son travail? Que les médias qui ont les moyens fassent leur travail? Que chaque candidat qui peut le faire, le fasse? Mais après, ce n'est pas eux qui proclament les résultats. Mais ils ont le droit d'avoir les résultats. Quand le dépouillement public, c'est que tout le monde sait ce que chaque candidat a. Allez dans les bureaux de vote, vous verrez que les citoyens d'eux-mêmes sont allés voir si la tendance, si ça va aller pour le candidat. Maintenant, si tu as les moyens d'être partout au Togo, ben, tu peux être chez toi et tu as les résultats avant certains. Voilà. Mais sauf que tu ne peux pas les proclamer parce que ce n'est pas ton rôle. Voilà. Mais la société civile n'a pas proclamé de résultats. On va permettre, mais elle a donné des résultats qui coïncide avec les résultats de la CENI. Et chaque candidat sérieux a eu ses résultats. Fabre savait au soir de l'élection qu'il a perdu l'élection. Et Delphine, réaction rapidement pour qu'on puisse avancer dans le débat. Je voudrais dire à Germain qu'il n'a rien à m'apprendre. Ben si, finalement, on va aller. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y aux analyses. On va aux analyses, s'il vous plaît. Et je voudrais aussi faire remarquer que je soutiens Mordicus, M. Fabre. Parce qu'au moins, lui, il est honnête. Ah, selon toi. S'il vous plaît, on va aller. Selon toi. On va aux analyses. Et je voudrais continuer en disant que ce sont des affirmations gratuites. Lesquelles? Que tu donnes. Lesquelles? Tu pars sans toucher du doigt les lois. J'ai demandé tout à l'heure, est-ce que cette élection-là, celle qui s'est passée en avril dernier, a respecté le code électoral? Qui es-tu pour apprécier ça? Pour ce qui concerne... Jamais. C'est un juge qui apprécie la Jamais, vous n'avez pas la parole. Jamais, vous n'avez pas la parole. Un citoyen togolais. Allez-y. Je dois me prononcer sur
Tu es un militant plutôt. Non, le citoyen, c'était Non, militant. mais je l'accepte. Si jamais vous n'avez pas la parole, on va y aller. Si tu veux être légaliste. Non, s'il vous plaît, Je je préfère qu'on parle du sujet. Non, mais sujet, voilà, que je de suis ça militant, je l'accepte, sauf que tu n'as pas le Ildefonse, Ildefonse, on revient aux analyses. Je préfère qu'on revienne aux analyses, voilà. Je voudrais qu'on soit honnête en disant que, on m'a dit tout à l'heure que je raconte des histoires, oui, mais sauf que mes histoires ont une base légale. Laquelle? On a demandé On va y aller. d'organiser une élection présidentielle dans la transparence. Et la loi, le code électoral en son article 8 dit d'organiser cette élection-là dans la transparence. Est-ce qu'il y a eu transparence dans ce que M. Tafa Tabiwa a dit le 28 avril? Non. Je le dis et je le proclame haut et fort. J'assume cette responsabilité-là. Pourquoi? Parce que dans un certain nombre de CENI à l'intérieur du pays, on a remarqué qu'il y a eu des bourrages d'urnes. On a remarqué que le nombre de votants dans certaines localités ont dépassé le nombre des inscrits. Voilà. On a remarqué que dans certaines urnes, il y a eu des spécimens. On a remarqué qu'on a empêché certains citoyens de faire valoir comme cela se doit leur droit civique. Voilà. Vous savez qu'à la veille de cette élection-là, il y a eu création d'autres centres de vote et dont certains citoyens n'ont pas été informés. Il y a eu tout ça. Mais je dis aujourd'hui, en appui à tout ce que je dis, que les acteurs, ceux qui étaient ces premiers acteurs-là, se sont entendus sur un minimum pour éviter tout ce qui me met en conflit aujourd'hui avec Germain. Mais on n'est pas en conflit. Hein. On n'est pas en conflit, pas du tout. Ce qui me paraît un peu, je ne sais pas comment le dire, un peu bizarre, c'est que même les accords que ces acteurs-là ont signés n'ont pas été respectés à la lettre. Vous faites allusion à quoi? Si aujourd'hui, le général Siaka Sangare, qui est le président de ce comité d'accompagnement, ce soir-là a dit que tel que les résultats-là sont donnés, ces résultats-là ne respectent pas l'accord signé et que par-delà, il est sorti de la salle. Mais je me dis qu'il y a un problème. Voilà. Jamais on va rapidement réagir sur ce projet avant d'avancer. Oui, non. Bon, en fait, quand vous écoutez Ildefonse Akwaki, vous êtes heureux parce qu'il parle de la loi. Tout ce qu'il dit a une base légale. Il cite la loi. Quand on fait une élection et vous estimez qu'on vous a triché, quel droit la loi vous donne? Si vous respectez la loi comme vous dites, vous rassemblez vos éléments que vous allez remettre selon la loi à celui à qui on doit les apporter pour qu'il tranche. Et quand le contentieux électoral, quand cette période-là arrive, vous soumettez vos éléments. Qu'est-ce que le juge constitutionnel peut faire? Si ce que vous dites est vrai, parce que ça peut ne pas être vrai, je ne dis pas que c'est faux, ça peut être vrai ou ne pas être vrai. Oui, c'est vous qui le dites. Sauf, ce n'est que vous qui... Oui, c'est comme je dis, j'ai perdu 1 million. Peut-être je ne les ai même pas, mais je dirais que je les ai perdus, oui. Oui, mais comme Fabre est honnête chez toi. Bon, ce que je voudrais dire, oui, quand tu as des éléments de preuve, la loi que vous aimez tant citer vous recommande d'apporter ces preuves-là à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle va faire? Elle les analyse. Si c'est vrai ce que vous dites, soit on annule les votes là où vous reprochez ce genre de choses, soit on recompte. On accuse la Cour constitutionnelle d'être inféodée. Oui, soit on réorganise. Oui, c'est ce que j'ai dit. Si elle est inféodée, pourquoi Fabre envoie son dossier pour qu'on valide sa candidature? C'est tellement ambigu. Ben voilà, non, l'homme est plein de contradictions. C'est pour dire, moi j'aurais souhaité que le CAP 2015 amène les preuves et que la Cour tranche mal. Et pour dire, mais on a amené les preuves, vous nous avez donné raison. Ça n'a pas été fait. Je veux bien croire que la Cour est inféodée. Voilà. Mais amenez au moins les preuves pour dire, bon, on a amené, mais on n'est pas d'accord avec votre verdict, parce que voilà nos preuves.
Mais ces preuves-là, vous les avez gardées dans vos poches, vous les citez pêle-mêle, vous ne les donnez pas pour qu'on mesure l'ampleur. On montre un bulletin de vote de 16 voix. Oui. C'est pas 16 voix qui peut faire annuler une élection, faire vaciller. On a parlé de 2500 voix. Ça devient intéressant. Mais c'est ces éléments qu'il faut apporter auprès du juge. Et la façon dont le juge va trancher, les Togolais vont apprécier. C'est ça. Mais maintenant, vous ne le faites pas. Mais vous dites légaliste. Vous vous soumettez à la loi quand ça vous convient. Vous ne la respectez pas quand vous voulez. Et vous criez non. Quand on veut être démocrate, il faut suivre les règles. On a dit quand la CENI proclame, c'est des résultats provisoires. La CENI ne proclame pas des résultats définitifs. Le délai. Maintenant, est-ce que le délai a été respecté? Oui, mais s'il te plaît, vous avez tout fait pour empêcher la proclamation. Vous avez mis Pedro là-bas, c'est le job à qui que vous lui avez donné. Non, soyons plus sérieux maintenant. Je ne dis pas que CAP 2015 n'a pas de preuves. Mais les seules personnes qui peuvent les apprécier, ce n'est pas Edelphone, ce n'est pas moi. C'est le juge qui apprécie. Mais en tant que journaliste, on peut quand même en faire un travail. Oui, mais on peut le faire de manière partisane comme mon confrère le fait. Non, je n'affirme pas. Notre travail ne doit pas être partisan. Je n'affirme pas. Je n'affirme pas. Non, je ne dis pas que CAP 2015 n'a pas des éléments. On va rester sur oui, maintenant, lui, il dit qu'il a des preuves à l'appui. Et il affirme que c'est des bases légales. Sauf qu'il n'est pas un juge. Oui, mais le journaliste peut avoir des éléments avec des ce preuves. Ce n'est pas le rôle. Non. Le journaliste ne donne pas une certaine crédibilité à ses élections. Non. Mais il peut faire un travail d'enquête. Non, le journaliste. Le journaliste. Parler de pièces à le journaliste ne rend pas justice. Au Togo, de plus en plus. Ce que je suis en train de signaler, Germain, c'est que le journaliste peut avoir des éléments de preuve. Par exemple, non, lui, c'est CAP 2015 qui a des éléments de preuve. C'est pas le journaliste. Lui, le document qui tient, c'est le document CAP 2015 lui a remis. Donc, c'est pas le preuve. Oui, mais c'est ça le mémorandum. Oui, tu as une copie. Voilà. Bon, disons, tu as une copie. Bon, tu m'as dit que tu assumais quand même. Tu m'as dit que tu assumais. Donc, voilà le problème. Ce que je voulais dire. J'aimerais qu'on aille aux analyses. Oui, mais on va avancer. Moi, je ne dis pas que les éléments dont parle mon confrère sont faux. Mais qui peut les apprécier? C'est le juge. Ce n'est pas lui, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. Voilà. Ce n'est pas devant les médias qu'on gagne une élection. Ceux qui valident les résultats provisoires de la CENI, c'est la Cour constitutionnelle. Voilà. Et si vous vous plaignez, c'est devant cette Cour. Voilà. Cette Cour qui vous a permis d'être candidat, qui a analysé et validé votre candidature. La loi vous dit que quand vous dites qu'il y a fraude ou irrégularité, les éléments de preuve que vous avez, vous les soumettez là. Voilà. Maintenant, si on ne les soumet pas, on dit la cour. Bon, sauf qu'on reconnaît cette cour quand ça nous arrange, on ne la reconnaît pas quand ça nous... Maintenant, ce n'est pas à nous de rendre... C'est pas à nous de valider les élections. Et on donne trop de rôle à la presse, malheureusement. Togo, quelqu'un a des problèmes. Ben, on voit des syndicats, on dit il y a des malversations financières. La presse, c'est le quatrième pouvoir. Oui, mais ce n'est pas le rôle de ce pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir judiciaire. Également. Nous sommes dans l'information. Voilà. Mais elle permet quand même... Oui, maintenant, quand vous informez, là, vous pouvez avoir raison, c'est devant les tribunaux ou devant les cours. Mais aujourd'hui, mon ami qui cite beaucoup la loi et qui me fait plaisir parce que tout ce qu'il fait semble être conforme, sauf que finalement... les résultats qu'ils proclament eux-mêmes ne sont pas conformes à la loi. La démarche de contestation n'est pas conforme à la loi, mais les gens ont le droit de contester, je crois que c'est ce qu'ils font. Voilà. Mais sauf que ça ne trompe personne parce que avant les élections, ils savaient que s'ils n'arrivent pas à avoir un candidat unique, et s'il n'y a pas un mode de scrutin à 2 tours, personne dans l'opposition ne s'en sortira. Voilà. Au regard des élections passées de 2007 à 2013, ça c'est des trucs concrets aujourd'hui. On va permettre à Edelphone de réagir rapidement. Une dernière réaction sur ce volet de cette question et on va avancer un tout petit peu. Je voudrais dire à Germain que la vie d'un État est faite de lois. Que vous ne respectez plus finalement. C'est ceux qui gouvernent l'État togolais qui ne respectent pas. Tout le monde. Jamais, on n'a plus la parole. Et je voudrais lui dire également que une république est régie par des lois. Si vous me dites aujourd'hui que je cite des lois, c'est parce que je veux bien être légaliste et vivre en respect à ces lois-là. Voilà pourquoi, quand ça ne va pas et qu'il y a des lois qui sont violées dans ce que nous sommes en train de dire,
je vais faire valoir cette violation-là. C'est ce que je fais aujourd'hui. Vous me dites que je suis partisan, je l'accepte avec plaisir. Vous me dites que nous avons envoyé un doyen à la CENI, mais sauf que vous avez oublié de dire que pendant tout le temps que le président de la CENI a demandé qu'il y ait une plénière, et dont le doyen dont vous parlez est son vice-président, à qui il a dit il y aura tout à l'heure plénière, pendant tout ce temps, il se dérobe dans une salle pour donner des résultats qu'il a sortis de l'imaginaire, je le dis encore. Mais aujourd'hui, vous me demandez si je suis juge. Je ne suis pas juge, mais je suis journaliste. Et j'ai dit que je suis conforté dans mes analyses à l'entame, quand vous m'avez donné la parole tout à l'heure, dans mes analyses et dans mes investigations, que j'ai des pièces à conviction qui confirment que ce qui s'est passé là n'a pas respecté les lois. Je ne suis pas dans le showbiz, mais je suis journaliste d'investigation. J'ai investigué et je me suis rendu compte que nous vivons dans un État où ceux qui sont les premiers à diriger cet État-là sont les premiers violateurs de ces lois-là. Je ne voudrais pas que toi et moi, Germain, que nous emboîtons les pas à ces gens-là. Si nous le faisons, notre État, notre République sera une République bananière. Je m'en... Voilà, merci Ildefonse. Mais je souhaiterais maintenant qu'on aborde notre volet de la question, c'est cet aspect relatif même à ces résultats, comment on appelle cette conférence de presse. D'aucuns trouvent que cela est terminé et qu'il faut penser à autre chose puisque le pays est en marche après la proclamation des résultats. C'est le même sentiment que vous avez, jamais? Bon, moi je crois que nous sommes dans un pays de liberté. Et bon, après 2010, Fabre a passé 4 ans à marcher. Cette fois-ci, les militants ne suivent pas, donc il n'a pas le courage d'appeler les gens à marcher. Et il est libre de contester, puisqu'il dit que la page de l'élection du 25 avril n'est pas tournée, selon lui. Bon, on s'attend à ce qu'il en parle pendant les 4 prochaines années, et prochaines années, comme il a fait en 2010. Ça ne dérange personne. Sauf que certains observateurs trouvent qu'il ferait mieux de réserver cette énergie-là pour faire un travail de fond. Parce qu'en réalité, il a augmenté son score en 2015. Il a fait plusieurs tournées nationales qui lui ont permis pour une fois dans sa vie politique d'investir l'intérieur du pays et d'abattre un travail que de rester sur la plage à Lomé, de rester une opposition du sud du pays. Et peut-être que s'il continue ce travail-là à l'intérieur du pays, il peut accroître son résultat lors des prochaines élections. Ça, c'est ce que certains pensent. Mais il est libre aussi de passer les 4 prochaines années, comme en 2010, pour contester une élection que tout le monde a validée sur le plan national, que tout le monde a reconnu sur le plan international. Bon, maintenant il a voyagé, il est revenu. Je crois que là, au moins, on lui a redit ce que ce pays avait dit, puisque finalement, il n'a pas rendu compte de la position de ce pays. Non, il a signifié qu'ils sont très bien informés. Mais Fabre n'a reçu pas des fonctionnaires subalternes. Qui d'officiel l'a reçu? Personne. Quel ministre a reçu Fabre quand il est parti dans sa tournée? Non, c'est des fonctionnaires subalternes qui le reçoivent. Ben, ils discutent de quoi avec eux en prenant un café? C'est pas ça la position des pays. Tu ne vas pas discuter avec quelqu'un ou un parti ami, puisque là de l'international socialiste, qui te dit ça, tu dis non. Les positions de ces pays sont claires et connues. Fabre le sait. Mais ces pays ont des représentants ici qui ont un regard plus objectif sur ce qui s'est passé. Puisque le regard de Fabre est subjectif, il est allé à l'élection. Le regard de Faure est subjectif, de Thierry Tamon, tout ça. Mais il y a des gens plus neutres qui ont rendu compte à leur pays. La position de ce pays est connue. L'élection du 25 avril est claire et transparente. Faure est sorti vainqueur. Donc, que lui continue dans la masturbation, qu'il continue dans le rêve, il est libre. Moi, je saurais lui dire d'arrêter. Si, je crois que Fabre a dit une fois, quand il marchait, les gens disaient qu'il marchait trop. Il disait que certains se disent partis politiques, mais n'organisent pas de manifestations.
C'est à croire que pour lui, le rôle d'un parti, c'est de manifester. C'est à croire que pour Fabre, le rôle d'un parti, c'est de manifester. Non. Mais il a du travail à faire. Il y a les élections locales qui sont annoncées. 2018, les législatives, c'est pas loin. Et il a battu un travail en 2015 qui lui a permis d'augmenter un peu son score. Moi, je pense qu'il a intérêt à continuer dans cette voie. Maintenant, s'il a de l'énergie, s'il a des moyens, si les militants le suivent, ce qui n'est plus le cas, il peut continuer par organiser des marches. Il est libre de contester pendant 5 ans cette élection. Sauf que le pays avance et que personne ne le prend au sérieux. Peut-être quelques sympathisants qui croient encore qu'il l'aurait gagné, mais personne ne le prend au sérieux. Voilà. Et Delphonse? Non, mais je remarque juste que Germain a une haine viscérale contre la personne de M. Fabre. Mais je viens d'apprécier Fabre. J'ai dit Fabre a fait une tournée, il a cru son... Non, quand Fabre fait de bonnes choses, il faut le reconnaître. Non, c'est pour ça que je dis. Quand Fabre fait de bonnes choses, il faut le reconnaître. Je dis qu'il a fait un travail à l'intérieur, qu'il continue. Mais pourquoi je l'aurais dit? Qu'est-ce que j'ai contre Fabre? Maintenant, mais tu es seul à le savoir. Mais oui, c'est toi qui dis que j'ai une haine contre Fabre. Je préfère. Voilà. Je parle de Fabre en le respectant. Dans tous les cas. On y va avec les analyses. Voilà. Oui. Vous avez dit? Où est la haine viscérale que je nourris? Et Delphonse, on réagit par rapport aux propos de manière générale. Est-ce que vous ne pensiez pas peut-être que la page de l'élection est déjà tournée? Elle est déjà tournée, comme le pensent certains observateurs de la vie sociopolitique togolaise? Je crois qu'il faut poser cette question aux politiques de CAP 2015 parce que moi je ne suis pas... En tant qu'analyste, je parle en tant qu'analyste journaliste. Je remarque que malgré tout ce que l'opposition a dit, c'est comme le chien voit la caravane passe. Les gens n'ont plus honte de voler au Togo, j'ai remarqué. Les gens n'ont plus honte de poser des actes immondes. Les gens n'ont plus honte de poser des actes qui, demain, peuvent avoir des incidences et des conséquences néfastes sur les générations futures. Parce que moi, dans mon pays, le Togo, j'ai vu des gens âgés d'une soixantaine qui ont posé des actes que les enfants de 15 ans ne peuvent pas poser. J'ai vu des gens de la soixantaine qui, à ciel ouvert, ont volé. J'ai vu des gens qui demandaient aux jeunes de faire valoir le civisme et la citoyenneté, mais qui, en retour, posent des actes qui sont contre ces deux vertus. Mais j'ai vu des grandes personnes qui ont foutu le bordel et qui continuent toujours de foutre le bordel au Togo. Est-ce que le Togo et les Togolais vivent encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore la joie au cœur des Togolais? Soyons sérieux. Au lendemain de la présidentielle d'avril dernier jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a la gaieté? Est-ce qu'il y a la paix du cœur? Est-ce qu'il y a la joie dans le cœur des Togolais comme ça a été le cas? Non. Faites un tour là. Menez des investigations et vous verrez. En plus des promesses qui ont été faites dans le social, les Togolais tirent le diable aujourd'hui par la queue. On nous a parlé de social, mais le premier acte de celui-là qui dit avoir gagné les élections et qui s'en réjouit aujourd'hui, comme le dit si bien le confrère Germain, qui a fait des promesses dans le domaine social, le premier acte de son gouvernement, c'est la hausse des prix des produits pétroliers, qui a eu comme conséquence la montée vertigineuse des prix des premières nécessités. Voilà. Jamais il a ouvert un peu cette brèche. Je souhaiterais qu'on intervienne un peu même sur ça. Aujourd'hui, on constate que la vie est de plus en plus chère, Père Lemay. Bon, non, je crois qu'il faut mettre le langage politique de côté. Voilà. Et parler des choses concrètes. Voilà. Bon. Moi, je ne suis pas dans le discours « les Togolais sont malheureux, ils n'ont plus le sourire, ils ne mangent pas une fois par jour, ils sont les plus tristes du monde voilà. », comme ce rapport fallacieux donc, publié en temps par un économiste anglais et un groupe. Non, je crois que... Le supposé rapport du FMI, oui, non, sur le Togo. Je crois que nous sortons d'une élection transparente où la majorité des Togolais ont demandé à quelqu'un qui faisait un certain travail de poursuivre, parce qu'il y a de l'espoir. Il n'a pas réglé tous les problèmes des Togolais, mais les Togolais ont estimé qu'en peu de temps, il a fait beaucoup de choses, et que s'il lui donne l'occasion, il peut
améliorer un peu les choses. Maintenant, quand on dit qu'on a augmenté le prix du carburant, ça veut dire que le pouvoir ne travaille pas. Bon, je crois que je ne vais pas rentrer dans ce débat. Vous savez, il y a une politique sociale assez importante aujourd'hui au Togo. Il y a une politique en faveur des jeunes. Ça ne fait pas encore sentir. Si, mais ça fait sentir, n'exagérons pas. Il y a une politique... Si peut-être la politique sociale se faisait sentir. Oui, mais c'est même dans la situation dans les hôpitaux, la cherté de la vie, l'augmentation mais des non, la cherté de la vie aujourd'hui... Non, la cherté de la vie aujourd'hui, les États-Unis, la France, partout, tous les pays sont frappés. Et en Afrique, ça a été plus difficile parce qu'en 1994, il y a eu des évaluations. Mais aujourd'hui, quand nous prenons par exemple les produits de première nécessité, nous en produisons. Nous prenons le maïs, nous avons le maïs, mais le maïs est de plus en plus cher aujourd'hui. Je crois que le bol avoisine les 700 francs déjà. Sauf que le prix du maïs a été longtemps stabilisé. Moi, oui, ce que je veux dire, ça a été stabilisé pendant un temps, avant cette augmentation. Ce que je veux dire, ce n'est pas parce que le prix du maïs a augmenté. On aura dit, mais on cultive le riz ici. Pourquoi on importe du riz? Pourquoi les Togolais ne consomment pas le... C'est peut-être dû à la mauvaise politique. Hein? Mais non, on devrait consommer notre riz. Non, ce n'est pas... C'est pas une mauvaise politique. C'est nous-mêmes. L'État n'a pas à nous dire d'aller consommer le riz. Dans d'autres pays, ça se fait. Non, mais ce n'est pas... consommer ivoirien, par exemple. Oui, ce n'est pas le rôle de l'État. Au Togo, dans les années 77, il y a consommé produits togolais. Oui, mais ça dit pour voir les produits togolais, ça relève d'une partie. Oui, mais par exemple, nous, les médias, c'est quoi notre rôle? S'il y a des productions intéressantes, mais montrons aux Togolais que nous avons des citoyens qui font de bonnes choses à les consommer. Voilà. Mais après, la bonne dame qui va choisir le riz thaïlandais parce qu'il a les moyens d'acheter ce riz, plutôt que d'aller acheter le riz jubilé d'or, mais c'est son problème. Et les gens ont un certain snobisme, ils se disent, mais le riz parfumé, même aujourd'hui, les Togolais font du riz parfumé. Mais il faut qu'on consomme pour que nos producteurs aient les moyens pour se développer, pour créer des emplois et tout ça. Ce n'est pas le rôle de l'État. L'État peut promouvoir, mais après, c'est à nous d'être un peu chauvinistes, un peu pour dire, aimons ce qui vient du Togo d'abord. Vous parlez de chauvinisme, mais dans les États où ça a été promu, non, d'abord, ça part de là. Même si c'est pas bon, c'est de chez moi, j'aime d'abord. Après, il faut que ce soit bon, parce que je ne peux pas continuer par aimer, parce que c'est de chez moi. Il y a la concurrence, je ne vais pas manger la merde, parce que ça vient de chez moi. Oui, mais quand nous prenons par exemple le riz togolais, il est meilleur. Pourquoi les gens ne l'achètent pas? On a besoin d'importer tout le temps. Je pense que c'est peut-être dû au... Mais ce n'est pas propre au Togo. Dans tous les pays, vous allez au Sénégal, au Mali, partout, c'est le riz de l'Asie que les gens consomment. Bon, eux, au moins, certains, on dira, il y a le désert, il n'y a pas le riz, mais nous, on en cultive. Mais c'est à nous de le faire, ce n'est pas à l'État. Ce n'est pas l'État, il y a plusieurs produits aujourd'hui, des Togolais. Peut-être, actuellement, il y a le Cialo qui parle un peu de l'emballage, qui a aussi un aspect important. Peut-être c'est mal emballé, mais la qualité est là. Mais c'est à nous d'aller, ce n'est pas le rôle de l'État. Moi, je dis, aujourd'hui, on encourage tout le monde à produire. On encourage les jeunes à créer des emplois, à créer des structures. Mais tous ces gens, avec le FNFI, on encourage des gens à créer de petits commerces et tout ça. Mais après, il faut que les Togolais consomment tout ça. Mais ce n'est pas à l'État de dire, bon, vos frères produisent des choses, il faut aller acheter. Mais si je vois des tomates fraîches venues de mon village et je vais acheter les tomates en boîte. Prétendues fabriquées en Italie ou quelque part en Chine, mais c'est mon problème. Si j'estime que c'est ça la qualité, alors que j'ai des produits naturels, l'État peut. Mais ce n'est pas à l'État de le faire. Nous-mêmes, en tant que journalistes, on doit le faire. Peut-être il y a quelques idées dans ce sens, mais c'est un travail de longue haleine. Maintenant, je ne vais pas dire que Fagne Singba a réglé le problème des Togolais. Il y en a énormément. Mais il a commencé par le bon bout. La pauvreté est réelle au Togo, comme dans la plupart des pays africains, certains asiatiques et en Amérique. Mais il faut se battre. Après, il faut réussir à mettre les Togolais au travail. Il faut inciter les gens au goût de l'effort. Et ce n'est pas en servant ce genre de discours pessimiste en disant rien ne marche, nous sommes malheureux, nous sommes... Non, je crois qu'il y a une génération de Togolais aujourd'hui qui se réveille, qui se bat pour réussir. Il y a une jeunesse togolaise aujourd'hui
qui ne dit plus, bon, j'ai l'honneur, je veux un poste quelque part dans un bureau pour gagner 70 000 ou 150 000, qui se disent, je peux monter une petite structure, être cordonnier, être menuisier, tout ça, et me faire de l'argent. Je peux vendre un meuble aujourd'hui qui fait le salaire de quelqu'un qui est dans un bureau. Donc, aujourd'hui, la jeunesse a pris conscience. L'État ne peut pas employer tout le monde. Le privé doit absorber un peu, il essaie, quoique les conditions salariales aussi ne sont pas bonnes dans le privé. Les gens, aujourd'hui, c'est l'auto-emploi. L'État a mis certains mécanismes. Aujourd'hui, les banques s'installent. Les gens ont besoin d'avoir accès au financement. Et je crois que les choses décollent petit à petit. Mais ce n'est pas d'un coup de baguette magique, quel que soit le président aujourd'hui. Là où le pays était, pour le ressortir comme dans la plupart des pays, il faut faire des réformes. On voit beaucoup de réformes qui se font pour mobiliser davantage. Mais je crois que c'est un travail que Fonya Singbe ne va pas finir. Et notre président viendra prendre et puis continuer. On va permettre maintenant à Ildefonse de réagir par rapport à... Oui, mais je parlais tout à l'heure et Jamais a dit que tous les pays sont frappés autant que le Togo. Sauf que ces pays qui ont été frappés, ces pays industrialisés, ces pays développés, dans ces pays, quand il y a eu la dévaluation, je reviens en 1994, je parle des pays africains là, surtout pour ceux de la zone franc, ce qu'ils ont fait, c'est l'augmentation du salaire des travailleurs. Ça n'a pas été fait au Togo. À défaut d'augmentation de salaire, ils ont fait des mesures d'accompagnement pour pouvoir amortir les affres de cette dévaluation-là. Mais ça n'a pas été fait au Togo depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Il y a combien de fonctionnaires au Togo? Mais même s'il y a 2 fonctionnaires, voilà. Est-ce qu'il y a eu dévaluation? Est-ce Oui. que la dévaluation a permis la hausse des prix? Est-ce qu'il y a eu? Oui. Mais s'il y a 2 fonctionnaires au Togo, Qu'on augmente leur salaire. Mais le bon sens aurait voulu qu'on augmente le salaire. À défaut qu'on prenne des mesures d'accompagnement pour pouvoir amortir. Là, je comprends. Ça n'a pas été fait. Mais ce que nous avons remarqué, c'est qu'on a un gouvernement qui se comporte comme une ONG. Expliquez. Il a parlé tout à l'heure de FNFI qui m'a fait sourire un tout petit peu. Mais je vais loin en disant que nous avons un ministère qu'on appelle ou qu'on qualifie de ministère du développement à la base. Je vous dis qu'on ne peut avoir un réel développement à la base que si on s'adonnait à la décentralisation. Si on confiait la direction des affaires aux habitants, aux populations des localités. Mais j'ai remarqué que le gouvernement togolais se comporte comme une ONG où ce ministère-là qu'on a embrigadé, confié à une dame qui fait la propagande du chef de l'État. Prenez tout le parcours de ce qui se fait par Madame la ministre et vous comprendrez que nous avons un gouvernement. Mais il y a des actions qui sont menées. Non, mais attends. Dans ce même gouvernement, il y a un ministre qui n'est plus aujourd'hui ministre qui a dit mais ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir un gouvernement ONG. Ce qui veut dire que le gouvernement ne peut pas s'improviser comme et qu'il faut confier au privé ce que ce ministère est en train de faire. Alors, il urge aujourd'hui que le Togo opte pour une décentralisation pour qu'on nous parle aujourd'hui réellement comme cela se doit d'un développement à la base. Si tel n'est pas le cas. Voilà. J'aimerais rapidement. Non, je crois que mon confrère fait une petite confusion entre le développement à la base et la décentralisation. Maintenant, on ne parle pas de... Il faut expliquer. Oui, la décentralisation, c'est que les communautés à la base gèrent leurs propres affaires. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Oui, mais le développement à la base dont on parle, ce n'est pas la même chose. Ce sont les populations démunies qu'on assiste et qu'on leur donne des moyens de production. Mais ce n'est pas élire un conseil municipal, ce n'est pas l'élection d'un conseil municipal ou préfectoral qui va régler ce problème. Aujourd'hui, les gens n'ont pas les moyens de production.
Il n'y a pas que le développement à la base, il y a la délégation à l'organisation du secteur informel. Nous évoluons beaucoup dans l'informel. Et aujourd'hui, vous allez voir que l'État a mis en place des mécanismes avec cette direction qui commence par égrener ce premier programme pour organiser tout ça, accompagner les gens. La précarité ambiante, c'est de petits boulots. Les gens ne sont pas sécurisés au niveau de la santé, au niveau des moyens de production, au niveau du financement et tout ça. Et il faut accompagner. Le rôle des mairies et autres, c'est pas de faire des prêts aux gens, de leur donner les moyens de production, non. C'est que c'est une gestion décentralisée. Ce n'est pas s'occuper des habitants individuellement et leur donner des moyens, non. Voilà. Mais ce que le gouvernement fait aujourd'hui, mais le social, ce n'est pas un gouvernement. Quand il dit un gouvernement ONG, je suis plutôt heureux de savoir qu'au-delà d'un gouvernement qui prend des impôts, au-delà d'un gouvernement qui régente des affaires publiques d'une certaine manière, il y a un gouvernement qui pense qu'il faut faire le social. Voilà. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, nous avons une proportion d'une couche fragile, des gens qui sont pauvres, comme dans tous les pays pauvres. Et il faut leur donner les moyens de se prendre en charge, les moyens de produire, les moyens de créer de la richesse. Et ce n'est pas une mauvaise chose que l'État fasse un peu ONG. Moi, je crois plutôt que c'est une bonne chose. Merci à vous, Germain, d'être passé sur ce plateau. Merci Germain. Merci Germain. Delphonse, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que j'étais avec Germain Pourly, directeur de publication du journal Togo Réveil, et Ildefonse Akpeki, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe. Merci d'être passé sur ce plateau, chers invités. C'est nous qui vous remercions. Voilà, nous espérons vous retrouver très prochainement pour de nouvelles analyses. Merci également à la maison de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un tout nouveau numéro de votre émission Le Point. Au revoir.